Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Rédac présentée par Kaina. Aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir chez nous Fawzi. Bonjour Fawzi, comment tu vas? Bonjour. Alors je nous présente un peu, je m'appelle Abdel, je suis accompagné de Carla et Ayoub. Et aujourd'hui on a l'honneur de parler un peu de ton premier livre qui est Trajectoire, un récit autobiographique qui parle des moments clés de ta vie. Et sans plus attendre, on va attaquer directement avec les premières questions. Alors, dans ton livre, on a vu que tu avais 54 ans, que tu étais marié à Anne et père de trois enfants, Arnan, Adam et Anissa. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi, un peu plus de ta vie? Bien sûr, déjà, bonjour et merci de me recevoir chez Kaina. C'était un plaisir. Donc, je m'appelle Fawzi, j'ai 54 ans comme tu l'as indiqué. Je suis père de trois enfants. J'ai grandi à Créteil, en banlieue parisienne. J'y ai vécu ouais, toute mon enfance. Je suis né dans une famille, comme on dit, nombreuse. On était 11, comme une équipe de foot. Et moi, j'étais le 10e, comme Zizou. Mm. Et j'ai eu une enfance très heureuse, déjà au sein de ma famille, et puis dans le quartier dans lequel j'ai grandi, puisque voilà, j'ai grandi dans un quartier populaire où on peut dire on se suffisait un peu à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'occupait avec ce qu'on avait, mais on s'occupait bien, on passait beaucoup de temps ensemble à jouer, ce qui est peut-être un peu différent aujourd'hui avec les téléphones. Donc j'ai eu une enfance plutôt heureuse, et puis ensuite j'ai été victime d'un accident qui a un peu tout remis en cause, et ça a été une espèce de nouveau départ. Ça m'est arrivé à 15 ans, à un moment où je devais intégrer un centre de formation. Je jouais au foot, j'étais plutôt bon. Et donc il a fallu recommencer un petit peu à zéro. Et une fois de plus, la chance que j'ai eue, c'était de grandir dans ce quartier où l'accident n'a rien changé dans mon rapport avec mon environnement social. Mes amis ont toujours été les mêmes, et du coup ils m'ont fait aussi comprendre que moi j'avais pas changé et que mon accident en fait ça devait pas me définir en tant que personne, que j'étais la même personne qu'avant mon accident. Ça m'a donné des ailes, et puis j'ai construit ensuite ma vie étape par étape. J'ai fait des études, j'ai rencontré mon épouse, et puis j'ai eu un parcours que je qualifierais de très riche. Et c'est ce que j'ai eu envie de raconter dans Trajectoire, parce que on peut regarder cet itinéraire de deux façons différentes. Moi, je la regarde de façon positive, optimiste, et je réalise qu'en fait, toutes ces épreuves, aussi traumatisantes qu'elles puissent paraître, ont été pour moi une source de motivation et ont développé ma résilience. Alors, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Je réalise que mon voyage est quand même assez atypique. Tout le monde n'a pas la chance de vivre des choses aussi intenses. Euh, et je me suis retrouvé un peu dans une situation où, quand on est issu d'un milieu populaire, on a déjà l'impression d'avoir un, un gros sac à porter. On peut manquer de confiance en l'avenir, se dire que on aura du mal à trouver notre place. Et donc c'était peut-être un peu ça nos préoccupations. Puis mon handicap a mis une difficulté supplémentaire, et c'est celle-ci qu'il a fallu que je résolve en priorité. Et ça m'a libéré en fait en quelque sorte. Et tout ce raisonnement, en fait, toute cette démarche, toute cette réflexion, bah, à mon niveau, je me suis dit que ça avait du sens de le partager en fait, pour expliquer euh, aux jeunes comme vous, aux moins jeunes, à toutes les personnes qui sont à un moment donné confrontées, on va dire, à l'adversité de la vie, parce que tous les jours, voilà, on peut être amené à rencontrer des difficultés. C'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y a toujours un endroit où on peut trouver la force, on peut s'appuyer sur des gens, on n'est pas toujours tout seul, isolé, quoi. Et plus on va effectivement croire en nos chances, plus on aura de chances de réaliser. Et voilà, donc cette histoire, j'ai eu envie de la raconter parce qu'aussi, pour répondre à cette question, je vais essayer de faire court, comme je sais qu'il y a beaucoup de questions. Euh, Quand je dis nous, alors que je parle à la fois des personnes handicapées en situation de handicap ou issues de l'immigration, on
on nous assène d'exemples exceptionnels pour exister. Voilà, on va nous dire, ouais, mais toi, tu vois, pas parce que tu es rebeu que tu vas pas y arriver. Regarde, un tel, il a réussi, mais c'est des parcours exceptionnels. Un handicapé, on va lui dire la même chose. Ouais, regarde, l'autre, il n'a pas de bras, il n'a pas de main, et pas de jambes, il a traversé la Manche. Je n'ai pas l'intention de traverser la Manche pour qu'enfin on réalise que j'existe. Et donc, mon parcours à moi, que je qualifie d'assez ordinaire, assez accessible, il méritait d'être partagé pour que les gens puissent plus facilement en fait, s'identifier et pour que ce soit plus tangible pour eux, quoi. Tu as une grande fratrie, tu es Oui. t'es le 10e, donc un peu le numéro 10 de l'équipe. Est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir été dans une grande fratrie a joué sur ton développement avec les autres, tes relations avec les autres est-ce que ça a joué? Oui, énormément, j'en parle hein, d'ailleurs dans mon livre. Quand j'introduis justement ma famille, ça m'a permis de peut-être de développer des capacités à mieux vivre dans un groupe. Parce que même quand on est frères et sœurs, on est tous différents. Et donc moi, voilà, j'avais des sœurs qui étaient plutôt comme ça, d'autres comme ça, des frères plutôt comme ça, d'autres comme ça. Et quand on existe dans une communauté, ben, il faut aussi savoir trouver sa place et puis savoir composer avec les personnalités des uns et des autres pour pouvoir aussi satisfaire ses envies et obtenir ce qu'on veut, ou en tout cas voilà, avoir la place dans laquelle on se sent le plus confortable. Donc indéniablement, ça m'a appris énormément d'être dans cette grande fratrie. Puis en plus, le 10e, j'avais 6 sœurs, donc j'étais quand même assez bien, comment dire, chouchouté. Et puis j'avais les 3 grands frères qui étaient là aussi pour baliser le terrain quand ça partait un petit peu, un petit peu dans la mauvaise direction. Mais non, ça m'a énormément apporté d'être dans une grande fratrie. Et c'est intéressant cette question parce que tout le livre est vraiment aussi... apporte un regard différent, que ce soit sur la cité, comme je parlais tout à l'heure, on parle souvent de la cité comme des gens qui sont incivilisés, mais heureusement que j'ai grandi dans une cité, parce que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait et être qui je suis. Et puis pareil, souvent les grandes familles, on se dit ouais, il y a plein de choses qui vont pas forcément. Oui, j'avais pas d'aide scolaire, ou j'avais pas forcément, mais en même temps j'avais tout l'amour qu'il fallait pour me sentir en confiance et m'émanciper. Donc oui, la réponse est... Après avoir quitté les bidonvilles pour Créteil, comment ta famille a évolué? Alors moi, les bidonvilles, je ne les ai pas connus. C'est mes parents qui sont arrivés dans les années 55 jusqu'en 62, 63. Et moi, je suis né en 70. Donc c'est plutôt ce qu'ils m'ont rapporté de ça. C'est un changement de standing clair. Dans les bidonvilles, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, en tout cas, il faut aller les chercher. Et quand tu arrives même dans un HLM, avec des chambres, des portes, une cuisine, des fenêtres protégées du froid et à l'abri, ça change complètement la condition de vie, quoi. Donc ça a été pour mes parents une belle évolution, en tout cas, de passer des bidonvilles au HLM. Alors la religion, elle avait une place importante dans ta famille. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à surmonter les étapes et les difficultés de la vie en général? Ouais, alors moi, mon père était Hadj, il avait fait plusieurs fois le pèlerinage, et en même temps, c'était pas trop omniprésent. C'est-à-dire, mon père n'avait pas une grande barbe et une djellaba, et ma mère portait pas le voile. Comme aujourd'hui, on peut voir des tenues traditionnelles qui sont très visibles, quoi. Moi, j'ai toujours cru en Dieu, quoi. J'ai toujours eu une foi, une relation, mais j'ai pas eu de problème à remettre en cause certaines croyances limitantes. Je considère avant tout que la religion, elle est personnelle. Vraiment, c'est la relation entre toi et Dieu, ou qui tu veux. En tout cas, c'est spirituel, c'est un équilibre personnel. On en a besoin, plus ou moins. Donc moi, ça a toujours occupé une place, mais c'est pas ce qui me préoccupe le plus, en fait, dans la vie. Je dis souvent que pour moi, la religion, elle est là plutôt pour prôner des valeurs de
partage, des valeurs de respect, des valeurs d'entraide, de solidarité. Après, s'il y en a qui ont besoin de faire ci, de faire ça pour se sentir mieux, libre à eux, mais ça reste un choix personnel. Alors là, Fawzi, on va parler un peu d'une de tes passions, qui est le football. Tu nous dis que dans ton livre que le football c'était vraiment une passion dévorante pour toi. Et moi-même étant un fan de football, je ne peux que comprendre comment ça a pu être dur, ta première blessure qui était les ligaments croisés. Oui, oui. Et en plus, comme je le raconte dans mon livre, bon, je ne vais pas y faire référence tout le temps parce qu'on est pour parler du livre, hein, mais ça a été surtout le point de départ d'une mauvaise série et d'une période très très difficile, une période qui aurait pu vraiment me laisser, beaucoup plus abîmé que ça. Mais ouais, je démarrais la saison, j'étais en cadet à l'époque, on disait, donc U15. J'étais en sélection d'Île-de-France. Je jouais en cadets nationaux à l'US Créteil, donc c'était le plus haut niveau de notre catégorie de jeunes. Et on faisait des stages de pré-saison pour préparer le championnat. Et lors d'un match amical pendant ce stage, je me blesse les ligaments sur une action banale. Je vais me présenter face au gardien et il sort et il m'attrape la jambe et donc mon genou vrille. Et là, c'est 6 mois d'interruption. Donc ouais, c'est surtout à 15 ans, c'est une grosse douleur, c'est une grosse épreuve. Et du coup, ça a été 6 mois d'incapacité à jouer au ballon. Et surtout, pendant ma convalescence, c'est là que j'ai perdu mon père. Donc de la même année, puisque j'ai eu les ligaments en août 1985. Mon père est mort en novembre 1985 et j'ai eu mon accident au mois de juin 1986. Donc je sortais à peine de mes béquilles, ma mère du deuil, puisque dans la religion musulmane, la femme respecte une période de deuil de 4 mois et 10 jours, donc on venait un peu à peine de sortir de ça. Puis après, j'ai réussi à retrouver un bon niveau, à être contacté par des centres de formation, à rencontrer Borelli à l'époque qui était président du PSG, qui venait voir un match à Créteil et qui me demande son chemin, et qui me propose de venir faire un essai au PSG. Et puis voilà, donc le drame arrive à un moment où j'avais déjà eu à faire face à des situations compliquées, difficiles, douloureuses, et on a remis le couvert une fois, et là c'était un peu plus sérieux, même si la mort de mon père a été une épreuve particulièrement difficile. À cet âge-là, voilà, ça... Et pour rebondir du coup sur ça, du coup oui, il y a eu ligament croisé, la perte de ton papa. Comment est-ce que tu as réussi à traverser toutes ces épreuves sombres et surtout comment ça a influencé ta vision de la vie? Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, mes amis, le quartier m'a beaucoup aidé parce que j'étais le même en fait. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience du fait que la vie c'était éphémère. Alors, on le sait tous, mais par contre on a vite tendance à l'oublier et à être contrarié pour des choses qui ne mériteraient pas qu'on le soit. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience du fait qu'il fallait profiter de chaque moment. Voilà. À la suite de ça, on était donc avec Akli, que vous connaissez bien, puisque il est à Kayna, il a créé Kayna il y a presque 25 ans maintenant. C'était mon ami d'enfance. Il y avait Fethi aussi, que j'évoque beaucoup dans le livre. On a, dans notre quartier, commencé à prendre un peu en responsabilité, en charge les plus jeunes. Et du coup, on a créé une association et on a fait plein de choses. Et ça m'a fait prendre conscience aussi du fait qu'on pouvait être utile. Et être utile, à un moment donné, c'est hyper gratifiant. C'est personnellement aussi, parce qu'on réalise qu'on sert à quelque chose. Et moi, ça m'a aussi aidé à surmonter mon handicap, parce que je me suis dit, en fait, handicapé ou pas, tu peux faire des choses et tu peux, en fait, rendre des services et servir réellement et contribuer au bien-être des gens qui sont autour de toi. Et quand on est là et qu'on se rend compte que, quoi qu'il
nous soit arrivé avant. On est à un endroit où potentiellement on existe, on est utile et on peut faire des choses pour que les choses en général se passent mieux, ou les personnes avec qui on est se sentent mieux, ben, c'est gratifiant et ça donne envie de continuer. J'évoque le football comme une religion et aussi comme un échappatoire. Quelles valeurs en as-tu tiré et est-ce qu'elles ont toujours un impact aujourd'hui? Bah, le football, c'est un sport d'équipe, donc c'est un peu comme ma famille, c'était aussi un sport d'équipe. On était 11, non, bah, le football, oui, ça apprend forcément beaucoup de choses. Le football ou le handball ou le basket, tout ce qui est sport en général pour le bien-être personnel et physique. Et les sports collectifs, il y a une dimension complémentaire, notamment dans la relation entre nous, l'entraide. Quand tu es dans une équipe, même si tu es attaquant, bah, des fois tu vas défendre parce que tu vas prêter main forte à tes collègues. Donc il y a la notion d'objectif collectif. Et donc du coup, ça stimule. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans la vie, c'est ce que j'essaye aussi de dire dans mon livre, on ne peut pas faire grand-chose sans les autres, quoi. Et d'ailleurs, on n'est rien sans les autres. Parce que, ne serait-ce qu'à titre personnel, quand on va chercher de la reconnaissance, elle vient de qui? Qui te reconnaît? Bah, les gens. Les gens. S'il n'y a personne, personne ne va reconnaître quoi que ce soit. Donc tu n'existes pas. Tu es un poisson rouge dans un bocal et tu tournes. Donc l'autre est très très important pour son développement et aussi voilà, pour avoir cette notion d'existence, de reconnaissance qui est stimulante aussi. En juin 1986, du coup, tu as eu un accident qui t'a coûté une partie de ton autonomie. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, c'est arrivé un dimanche, je crois. Ça arrive, voilà, truc, on s'y attend pas forcément. Je vais au McDonald's et je rentre, et en rentrant, je double une voiture sur la droite, ce qui n'est pas forcément prudent dans un virage, encore moins. La voiture ne me voit pas, me serre contre le trottoir, et je percute un lampadaire de plein fouet, et la voiture ne s'arrête pas. Et ça, c'était à 200 mètres de mon quartier et à 100 mètres d'une caserne de pompiers. Donc ils ont pu intervenir rapidement, et j'ai passé 2 ans à l'hôpital avec des traumatismes très forts, parce que j'ai eu l'intestin perforé, un traumatisme crânien, perte de connaissance, j'étais dans le coma pendant 10 jours, j'ai été sous dialyse, c'est-à-dire que les reins ne fonctionnaient plus pendant quasiment 3 semaines. J'ai été hospitalisé 2 ans au total, donc 3 mois en réanimation, ensuite en chirurgie digestive, puis après j'ai fait des centres de rééducation pour me remettre sur pied. Et en termes de séquelles, donc en fait, je suis atteint d'une monoplégie du membre inférieur gauche, donc c'est une paralysie de la jambe gauche. Et donc j'ai porté quasiment toute ma vie, depuis 2 ans je ne la porte plus, une espèce d'attelle qui me permettait, en fait, une attelle c'est comme un plâtre en résine qui me permettait de tenir sur mes 2 jambes et de marcher sans béquille. Donc ça a été assez violent. Une fois de plus, je sortais du deuil de mon père et puis c'est ma jambe gauche qui pouvait potentiellement me rendre célèbre, puisque j'étais gaucher, j'avais pas de pied droit, mais je mettais la balle où je voulais avec ma jambe gauche, et c'est ma jambe gauche qui me fait défaut et qui m'abandonne en cours de route. Donc ouais, ça a été compliqué. Trouver derrière des ressorts pour repartir, c'est pas évident. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis pas sorti de l'hôpital en me disant je vais y arriver. Il y a eu du doute, mais j'ai toujours été bien entouré. J'ai toujours été bien entouré par ma famille en premier lieu, par mes amis, et puis au fur et à mesure où j'ai avancé dans la vie, j'ai rencontré mon épouse. J'avais 21 ans, donc c'était 3 ans après ma sortie d'hôpital, et puis on a fait tout ce chemin ensemble, voilà, et une fois de plus, l'autre est indispensable. Surtout, pour revenir à cette question, sur ma perte d'autonomie, donc concrètement aujourd'hui, je ne peux pas m'habiller et me déshabiller tout seul, je ne peux pas me chausser et me déchausser tout seul, donc j'ai encore plus besoin de l'autre, et ça m'a toujours aussi, comment dire, encouragé à trouver des moyens de restituer ça, parce que j'ai pris conscience, de par ma perte d'autonomie, que j'avais besoin de l'autre, mais je ne voulais pas non plus être un boulet. Et donc, j'ai
toujours été motivé, ou en tout cas soucieux de restituer aux gens ce qui me donnait pour pouvoir me permettre à moi de continuer à exister. Là, on peut voir une photo de toi et ton équipe, si tu peux nous en parler un petit peu. Ah oui, ça c'était avant que je rejoigne l'US Créteil. Donc je jouais à la JSA, la Jeunesse Sportive d'Alfort. Je n'étais pas le plus grand là, d'ailleurs, mais j'étais le capitaine quand même déjà. J'avais déjà ce tempérament de leader sur le terrain. À l'époque, je jouais défenseur. Je ne sais pas pourquoi on m'avait mis défenseur, mais je me débrouillais plutôt pas mal. Et puis, on est allé à Maison-Alfort parce qu'à l'époque, le président de Maison-Alfort était venu recruter les grands du quartier. Et tous les grands du quartier jouaient à Maison-Alfort. Et Créteil, c'était un peu, pour nous, en tout cas, on percevait Créteil comme, c'était un club de 2e division, comme un club un peu élitiste et pas forcément accessible. Ce qui me manque le plus comme sport, à cause de mon handicap, c'est le vélo. Le vélo? Ouais, c'est tout con, mais le vélo, c'est un truc... on a un vrai sentiment de liberté quand on est sur un vélo. C'est une traction naturelle, humaine. C'est nous qui... Et puis voilà, et j'aimais bien faire du vélo. Je n'étais pas un cycliste fou, mais faire du vélo, c'était un vrai sentiment d'autonomie, de liberté. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire de vélo. C'est peut-être ce qui me manque le plus. Alors je marche, je fais des choses, mais le vélo, c'est ce qui me manque le plus. D'accord. Ta famille a été particulièrement affectée par ton accident. À quel point tout cela a impacté ton entourage? Alors, forcément que c'est douloureux, pas juste pour celui qui est touché par l'accident. Mais je n'ai pas réalisé ça tout de suite, en fait, parce que j'avais déjà ma douleur à assumer. Et un peu plus tard, j'ai réalisé qu'effectivement, pour eux, c'était aussi très compliqué. Ma grande sœur, Najette, m'en avait parlé en me disant que quand le téléphone sonnait, quand j'étais à l'hôpital, et les premiers jours étaient vraiment, voilà, j'étais dans un état critique, donc avec diagnostic engagé, tout ça. Et ma grande sœur Najette me racontait à l'époque que justement, tout le monde appelait pour prendre des nouvelles, mais qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, se disait que c'était peut-être l'hôpital pour leur dire que j'avais pas, que j'avais succombé à mes blessures. Et après... De revenir à la maison, j'étais un peu un ressuscité. Ma mère disait tout le temps en arabe Wuldi met uhya. Ça veut dire mon fils est mort et il est né, il est ressuscité en quelque sorte. Parce que j'étais vraiment. C'était violent. Voilà. Donc oui, ma famille a énormément souffert. Ça a bien évidemment interagi dans nos relations, mais voilà, aujourd'hui tout va bien, alhamdoulilah. Comment tu as vécu le fait de perdre un petit peu de ton autonomie et comment tu as fait pour l'accepter? Comment j'ai fait pour surmonter, une fois de plus, c'est grâce aux autres, parce que tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Quand tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aide. Ce n'est pas des choses qu'on... Donc il y a ça, mais il y a surtout, dans la deuxième partie de ta question, un élément important pour moi, c'est que quand il y a des choses qui sont là et tu n'as pas le choix, en fait, tu peux passer ton temps à te poser la question du pourquoi, du comment. De toute façon, tu dois composer avec. Donc moi, je me suis toujours plutôt concentré sur ce que j'avais et sur ce qui m'attendait plutôt que sur ce que j'avais perdu. Mais ce qui a fait que j'ai pu surmonter tout ça, c'est aussi peut-être cette capacité à dire, mais de toute façon, ça, c'est mort. Donc, qu'est-ce qui reste ? Et sur ce qui reste, qu'est-ce que toi, tu peux faire au mieux ? Et dans la vie, en fait, c'est peut-être comme ça qu'il faut essayer d'aborder les choses. Plutôt que de perdre de l'énergie, même si c'est frustrant dans des choses où tu n'as aucune influence possible, eh ben, il faut peut-être mettre ton énergie là où tu as la possibilité d'influer les choses. Alors, on va maintenant parler du chapitre reconnexion, dans lequel tu expliques l'après-accident. Quel a été le plus dur à surmonter après ton rétablissement, après que tu sois sorti de l'hôpital ? Le plus dur à surmonter, ça a été d'apprendre à vivre avec une jambe raide. J'avais pas que ça au départ, mais le reste, ça s'est remis progressivement. D'avoir le sentiment d'être un peu le canard boiteux de l'équipe, du groupe, c'est pas non plus facile. Mais voilà, j'y suis arrivé. Mais je pense que ça a été ça en fait, c'est accepter le handicap. Voilà. Aujourd'hui, j'en parle assez naturellement. J'ai du recul. Sur le moment,
ça a été compliqué. Et parfois, parce que je fais souvent, ce livre a été aussi l'occasion pour moi de faire aussi un vrai travail introspectif. Je me dis, même si ça a été compliqué, tout ça, peut-être que les choses se sont déroulées dans le bon ordre. Parce qu'une fois de plus, la mort de mon père, elle m'avait déjà pas mal secoué. Je ne suis pas sûr que je serais parvenu au même résultat si j'avais perdu ma jambe avant de perdre mon père. Par exemple, c'est tout con, mais la douleur qu'avait provoqué la mort de mon père m'a peut-être aidé à surmonter la difficulté que mon accident a apporté, quoi, en fait, en quelque sorte. Donc, dans le plus dur, c'est ça, c'est l'acceptation de la situation de handicap. Et encore une fois, à partir du moment où j'ai eu autour de moi des gens pour qui ce handicap n'existait pas, en fait, ils m'ont aidé aussi à l'intégrer complètement et à faire en sorte que je suis certes handicapé, mais avant tout, je suis une personne et je ne me définis pas à travers mon handicap. Alors, tu as appris que le club, qui est un centre culturel très important de ton quartier, allait fermer. Comment t'es venue l'idée de le faire renaître ? Alors ça, c'est pas tout seul, c'est un travail qu'on a eu avec Akli, avec Feti, avec les gars de ma génération au quartier. En fait, tout simplement parce que nous, on a pu profiter de cette infrastructure quand on était plus jeune. Donc on a vu à quel point c'était important pour l'équilibre du quartier, pour l'épanouissement des jeunes, à quel point ça nous avait permis aussi de nous ouvrir sur l'extérieur, de nous apprendre de nouvelles choses, de nous sortir de notre quotidien, ou en tout cas de notre zone de confort, on va dire. Et quand je suis sorti de l'hôpital et qu'effectivement le club avait fermé, ça nous est apparu assez naturellement de nous impliquer et d'essayer de trouver les moyens de faire en sorte que cette structure réouvre. Et donc, avec l'aide d'éducateurs spécialisés du quartier, à l'époque c'était Pluriel 94 qui intervenait, il y avait eu une première association dans le quartier qui s'appelait Krieg. On s'était aussi inspiré de ce qu'ils avaient fait, les aînés du quartier. On a créé une association qui s'appelait AJC, pour Avenir des jeunes de la cité. Et puis on a réinstauré au départ des choses qui existaient avant et qui avaient disparu, comme les fêtes de quartier, le traditionnel méchoui annuel. On avait fait venir Faudel, le célèbre chanteur de rail, qui n'était pas encore connu à l'époque, à une des fêtes de quartier. Ça nous a donné aussi de la légitimité vis-à-vis des habitants du quartier, qui nous ont donc progressivement soutenus dans notre démarche. Et puis ensuite on a monté un projet avec notre association, on est allé voir les équipes municipales et puis on a réussi à obtenir des moyens pour réouvrir cette structure. Et ça, pareil, c'est pour ça que je mets Reconnexion, ce chapitre, juste après ma sortie de l'hôpital, parce que c'est cette expérience-là qui m'a vraiment permis en fait de dépasser mon handicap et puis de retrouver la confiance, la sérénité et de repartir enrichi de ces expériences, même si elles ont été douloureuses. Du coup, oui, on apprend que tu crées l'association AJC avec tes amis. Et penses-tu avoir réussi l'objectif de cette association ? Oui, complètement, Ayoub. Complètement, parce qu'on avait créé cette association pour redonner de la vie au quartier. On avait créé cette association pour réouvrir le centre socio-culturel. Et on a réouvert le centre socio-culturel. Une équipe s'est mise en place. Et on avait fait à l'époque un questionnaire auprès des 70 jeunes du quartier pour savoir ce qu'ils aimeraient y trouver. Donc on avait fait les plans avec une salle polyvalente, des cours de soutien scolaire, des cours d'alphabétisation pour les parents. Donc on a réussi à construire un vrai projet pédagogique et à avoir gain de cause, ou en tout cas à faire valoir tout ça et à obtenir des moyens pour réouvrir le centre socio-culturel. Et ouais, ça a été une des plus grandes fiertés. Je crois que je parle aussi d'une anecdote dans le livre, notamment quand on avait organisé un tournoi interquartier avec tous les quartiers de Créteil et les rivalités qui pouvaient potentiellement exister. Et à la mairie, ils ne croyaient pas capables en fait de pouvoir organiser des choses aussi
aussi grande. On était au Palais des Sports. Ils avaient peut-être peur aussi que ça soit difficile à gérer. Et puis là, la finale entre deux quartiers, on va dire un peu rivales, mais pas plus que ça, parce qu'il y avait beaucoup de respect entre nous. Donc une très très riche expérience. Et puis surtout, on avait fait un Noël inclusif. Donc c'était l'un des premiers Noëls inclusifs où on avait rassemblé quasiment tous les gamins de Créteil, parce que Noël, pour les familles musulmanes, bah, c'est pas forcément, alors on fait un repas et tout, mais c'est pas forcément, peut-être plus maintenant, mais à l'époque c'était pas forcément le truc où on avait des cadeaux et tout. Et nous, quand on était enfant, on voyait toutes les familles qui étaient plutôt catholiques, chrétiennes, avec des cadeaux, et nous on n'en avait pas, et on se disait, quand on parle d'intégration, c'est aussi important que les jeunes ne se sentent pas mis de côté quand il y a des célébrations qui dépassent en quelque sorte le domaine religieux, parce que Noël c'est du marketing, c'est comme Halloween, il n'y a pas de... Donc c'est des moments où on célèbre, on se fait des cadeaux, et donc on avait organisé ce Noël pour tous les enfants de Créteil. On avait eu des bus scolaires qui avaient fait ramassage, c'était vraiment... C'était un moment exceptionnel, et quand je suis sorti de cette expérience, je parlais tout à l'heure d'utilité, tout ça, là j'ai eu une espèce de révélation. Je me suis dit, putain, regarde, là vraiment, tu as donné du bonheur à plein de gamins, tu as fait un truc, tu vois, là si t'arrive quelque chose, genre ta vie elle s'arrête, parce que l'accident c'est ça aussi, ça m'a apporté un moment où je me dis, de toute façon, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc quand tu fais des trucs qui sont super utiles, tu te dis, au moins peut-être moi je vais partir un jour, parce qu'on a tous parti un jour, mais ça par contre ça va rester, parce que je pense que là il y a plein de gamins qui sont repartis de cette journée-là, avec peut-être un regard différent, avec quelque chose en plus, qui les a peut-être, qui leur a ouvert de nouveaux champs, un nouveau champ des possibles, et ça c'est satisfaisant. Donc maintenant on va aborder Moulergue. On sait que tu y vas pour la première fois en 1992 avec ta future femme Anne. Oui. Et est-ce que tu as redouté ce premier voyage? Redouter, non, appréhender peut-être, parce que je savais, et Anne m'avait dit à quel point sa famille c'était important, et son oncle et sa tante aussi, et c'était un peu le noyau familial. Donc là, moi je rentrais encore plus officiellement dans la famille, quelque part. C'était dans notre relation qui s'est construite au fur et à mesure. Là c'était aussi une étape importante, que je rencontre toute la famille, que je passe des vacances avec l'oncle, la tante, les cousins, tout ça. Donc c'était après c'était aussi une découverte, parce que je connaissais pas du tout ce coin-là, et puis j'ai été merveilleusement bien accueilli. J'y suis retourné, comme je le dis dans le livre, tous les ans, pendant 20 ans, tous les étés, comme un espèce de cycle. Et si j'en ai fait un chapitre, c'est parce que justement après reconnexion, où j'ai retrouvé la confiance, et puis Destin croisé, qui raconte ma rencontre avec Anne, Moulergue a été un lieu de stabilisation pour moi. Ça a été un lieu où effectivement, je me dis, je sais pas, j'ai peut-être eu une concentration de moments difficiles, et que là j'arrivais, le ciel était dégagé, et tout ce qui m'arrivait, en fait, je le prenais avec beaucoup de bonheur. Et on sait qu'à Moulergue, tu t'es beaucoup questionné sur tes croyances. Et qu'est-ce qui t'a fait te questionner tes croyances, et qu'en as-tu tiré? Je me suis questionné, comme je le disais tout à l'heure, sur la religion, parce que, une fois de plus, pour moi, la religion, c'est un choix personnel, et c'est un besoin personnel, c'est un équilibre spirituel que chacun a, et chacun y met l'intensité qu'il souhaite. Et moi, il y avait, par exemple, l'interdiction de manger du porc. J'arrivais pas trop à comprendre le sens qu'il y avait. D'ailleurs, effectivement, c'est un commandement, ou on appelle ça comme on veut, mais dans ma vie, je voyais pas trop ce que ça m'apportait, quoi. C'est la croyance, je sais ce que ça m'apporte. Pas faire ci, pas faire ça. Et j'ai eu une période où tous les animaux, en fait, tombaient malades. Il y avait la vache folle, après il y a eu la grippe aviaire, et en fait le porc n'était pas
tomber malade. Donc là, je commençais à me dire, bah, c'est un peu con en fait, on ne peut plus manger de bœuf, on ne peut plus manger de poulet, on ne peut plus manger d'agneau. Et puis après, il y a eu la grippe porcine, donc ils ont tous eu pour leur grade. Mais avant ça, ça a continué à alimenter ma réflexion sur le sens de cet interdit, tout simplement. Et c'est un point de vue purement personnel. Je respecte ce que chacun fait, j'ai aucun problème avec ça. Après, je suis suffisamment grand, adulte et responsable pour décider de ce qui est bien pour moi. Dans la famille de Anne, ils sont protestants, en tout cas du côté de son père, même si elle a perçu une éducation religieuse. Et Bernard, qui va lui au culte tous les dimanches, me dit, Fawzi, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un être qui le rend impur, c'est ce qu'il en sort. Et ça m'a fait réfléchir, parce qu'effectivement, moi j'avais beaucoup d'exemples autour de moi, de gens qui se disaient un peu religieux, mais qui se défonçaient la tête, qui parlaient mal à leur femme, et je me disais, mais en fait, j'arrive pas trop à comprendre, en fait, parce que d'un côté, tu fais ce qu'il faut pour être, entre guillemets, pur, mais de l'autre côté, tu respectes pas ta femme, tu te respectes pas toi-même, donc là, je me suis dit, bah, en fait, pour moi, ça m'apporte rien, en fait. Je vois pas, ça n'a pas de sens. Donc, c'est comme je disais, j'ai pas eu de problème à remettre en cause certaines croyances limitantes, que ce soit religieux ou autre. C'est comme les a priori. Moi, j'aime bien me faire une idée des choses. On va me dire, ouais, putain, lui, il n'est pas super, mais en fait, moi, je sais pas, c'est ta relation avec lui, donc je sais, tu vois, c'est... après, il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, mais dans la mesure du possible, j'essaye de me faire ma propre opinion des choses et puis de trouver l'équilibre dans lequel je me sens le mieux. Donc, je n'ai pas de souci à un moment, ça ne change rien dans la foi que j'ai en Dieu, mais après, c'est pas ça qui va faire que je suis quelqu'un de bien ou de pas bien. En tout cas, je pense ça comme ça. Alors, ce lieu t'a marqué et tu décides d'y revenir tous les ans. Oui. Quel a été le déclic qui t'a dit je vais y revenir chaque été? Bah, en fait, c'était la simplicité du lieu. Comment dire, la simplicité du lieu et le fait que, en fait, là, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de représentation, en fait. On n'était pas là pour jouer un rôle. On était là ensemble pour passer un moment ensemble, pour s'apprendre des choses mutuellement. On peut se dire les choses comme on veut. On ne va pas être jugé. On peut ne pas être d'accord. Et ce n'est pas pour autant qu'on est des ennemis. Donc il y avait un climat bienveillant et des gens surtout exceptionnels. Mais ouais, c'était un cycle et c'est surtout le fait d'être dans un lieu où on se sentait en sécurité psychologique qui était important pour moi. Alors, on va passer ensuite à ce que tu qualifies d'un voyage intelligent. Oui. Tu vas décider de partir au Maroc dans un but de découverte, mais aussi caritatif. On se demandait si tu avais choisi le Maroc, car tu avais déjà un lien avec ce pays, étant donné que tu y as travaillé 3 ans en étant directeur financier. Oui, et c'est effectivement, voilà, c'est tout ce groupe-là. Alors, à ce moment-là, en fait, je venais de quitter Essilor, où j'ai travaillé pendant 25 ans. Et j'étais en période de transition, on va dire, voire de reconversion. Et j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens, parce que j'avais travaillé pendant 25 ans dans une boîte où, effectivement, j'avais des responsabilités, mais à part développer la performance du groupe et le bénéfice, mais là j'avais l'impression que ce que je faisais moi, d'autres pouvaient le faire. J'ai vécu effectivement au Maroc 3 ans, moi je suis d'origine algérienne, c'était super intéressant comme expérience de se retrouver aussi à un moment donné arabe dans un pays arabe, d'autant que grâce à mes parents j'ai la chance de parler l'arabe, donc j'étais super content de pouvoir pratiquer la langue ma langue maternelle, on va dire. Et donc j'avais plusieurs couples d'amis qui successivement m'avaient dit ouais, c'est bien le Maroc, je ne connais pas le Maroc, j'aimerais bien aller au Maroc. Et donc
comme j'avais du temps, j'avais plus de travail, je me suis dit, je vais faire un projet. Et donc, je leur ai proposé un voyage. Au départ, on n'avait pas tout de suite eu l'idée de faire un voyage solidaire. Et puis, au fur et à mesure où on avançait, on s'est rendu compte qu'on était 25, qu'on allait traverser des zones où les gens n'ont pas forcément le même confort de vie que nous. Et j'avais pas envie de vacances à l'américaine où tu viens, tu jettes tes dirhams. Et je me suis dit, il faut peut-être qu'on essaye de faire aussi quelque chose d'utile. Et donc, tout le monde m'a suivi et on s'est appuyé sur une association qui est à Toulouse, qui s'appelle Lettres du désert, et dont la mission, en fait, initiale, parce qu'après ça s'est un peu développé, la mission initiale, c'est de financer des vélos pour les jeunes des régions du sud, près de Zagora, dans la province de Zagora, pour leur permettre d'aller à l'école sans avoir à marcher parfois jusqu'à 3 heures, parce qu'il y a un problème de sédentarisation des populations nomades. Donc en fait, avec le dérèglement climatique, il y a de plus en plus de nomades qui sont obligés de se sédentariser, donc de prendre un lieu fixe d'habitation. Et comme on est dans le désert, en fait, ils sont très éparpillés et l'école est un peu au milieu de tout ça, mais donc assez éloignée de chacune des habitations. Et donc, Lettres du désert, leur mission, c'est de mettre à disposition des vélos, des fournitures scolaires pour 4 écoles de la province de Zagora. Et donc, on s'est rapproché de Audrey Sedbon qui a monté cette association. Et puis, on lui a dit qu'on était volontaire pour l'aider. Une fois de plus, il y a cette notion d'utilité, il y a cette notion d'association. Ça a toujours été quelque part un peu dans mon ADN et c'est ce qui m'a permis aussi de surmonter mon handicap. Parce que, comme je le disais, handicapé ou pas, quand tu fais quelque chose comme ça, le résultat, il est le même pour ceux qui le reçoivent. Donc ça stimule. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui aimeraient justement se lancer dans les voyages intelligents? Peut-être déjà d'organiser les choses par eux-mêmes. Après, même s'il y a des associations qui font ça, ça peut être un moyen de réduire les coûts. C'est-à-dire quand on fait les choses nous-mêmes, du coup, on n'a pas d'intermédiaire qui se rémunère. Et c'est de prendre le maximum de contacts avant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur Excel. J'aime bien mettre des chiffres et faire des tableaux pour m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, tout est dans la préparation. Donc, prendre le temps qu'il faut pour la préparation et puis s'appuyer sur les bons partenaires. Nous, on a eu de la chance. Alors, j'avais quand même contacté 5 associations avant de sélectionner Audrey et Lettres du désert. Mais non, c'est bien préparer ça, prendre le temps de préparer ça, de le faire de façon autonome et puis que tout le monde aussi s'inscrive dans la démarche qui a été notre cas. Parce que nous, il y en a beaucoup, c'est des amis d'enfance, on se connaît depuis longtemps. Donc il faut quand même que le groupe soit assez homogène, avec des gens qui ont l'habitude de partager des choses ensemble. Tu expliques dans ton livre la difficulté que tu as eu à dire « je t'aime » à ta maman avant qu'elle ne meure. Oui. Est-ce que ces mots sont toujours difficiles à dire aujourd'hui pour toi, ou toi, tu vas me faire pleurer, hein, c'est ça? Non, ça a été difficile parce que quand ma mère était en fin de vie, moi j'étais au Maroc, j'étais expatrié au Maroc, et je sentais bien que son état de santé se détériorait. Et puis quand je suis allé la voir la dernière fois pour les fêtes de fin d'année, donc c'était fin 2004, fin 2014, pardon, je savais que c'était la dernière fois ou que ça pouvait potentiellement être la dernière fois que je la voyais. Donc là, c'est aussi pareil, c'est quand même compliqué de se dire que il faut que tu dises au revoir à ta mère parce que là, elle est en vie, mais peut-être que tu la reverras plus. Donc, et donc, c'est pour ça que je m'y suis pris à 3 reprises parce que j'avais pas envie qu'elle me voie pleurer. Et moi, j'avais envie de lui dire vraiment ce que je ressentais parce que elle n'a pas eu une vie facile non plus. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté et de la douleur de ma famille quand j'ai eu mon accident. Je pense que peut-être ça a été encore plus violent pour ma mère que pour moi. Et en plus, elle venait de perdre son mari. Donc, forcément qu'elle n'a pas eu une vie simple. Et je savais aussi indirectement que j'avais été un peu aussi à l'origine de ces douleurs.
Donc voilà, je voulais lui dire que je l'aimais. Ça a été un moment... en tout cas, comment dire, j'avais besoin de le faire et je voulais vraiment, voilà, lui dire qu'elle avait été merveilleuse avec moi et voilà, que je l'aimais fort et puis voilà, et puis quand je suis parti, effectivement, une semaine avant que je revienne, elle est morte, donc j'ai au moins eu cette chance de pouvoir lui dire au revoir. Là-dessus, c'est aussi un point important qui est de faire face à la situation. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être plein qui se diraient ouais, mais attends, elle n'est pas morte, tu ne vas pas lui parler. Mais oui, mais elle n'est pas morte, mais potentiellement c'est quelque chose qui peut arriver. Donc c'est voilà, soit tu joues celui qui ne veut pas voir les choses comme elles sont, et puis tu reviens et tu n'as pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Et puis à la fin, je ne lui ai pas dit au revoir, je lui ai dit que je l'aimais. Et pour moi, c'était une façon de lui dire au revoir. Je ne lui ai pas dit, maman, on se reverra peut-être plus, tu vois. Mais c'était aussi courageux, je pense en tout cas, de pouvoir faire ça. Dans le chapitre Les enfants du désert, on apprend que tu organises ton voyage intelligent avec 26 personnes. Est-ce que tout cela n'a pas été compliqué à organiser? Ça a été... En fait, c'est compliqué, c'est subjectif, parce que quand on fait les choses parce qu'on a décidé de les faire et parce qu'on sait pourquoi on les fait et parce qu'on est motivé, la difficulté, elle est secondaire. Souvent, on parle dans les entreprises où toi, quand tu te lèves le matin, si tu te lèves pour aller en vacances ou si tu te lèves pour aller en cours, tu ne te lèves pas de la même façon. Tu vois, c'est pas la même force qu'il te faut. Eh ben, moi, j'ai pas senti. Alors, c'est compliqué, mais c'est tout à fait gérable. Et je savais ce qu'il fallait que je fasse, quoi, ce qu'il fallait qu'on fasse, parce que je savais ce qu'on voulait faire. Donc, à partir du moment où tu as un but, les choses se font plus naturellement que quand tu avances et tu sais pas où tu vas. Donc, non, ça a été du plaisir. Le football, c'était vraiment une passion que tu aimais beaucoup. Et malheureusement, à cause de ton accident, tu as dû un peu quitter cette passion. Est-ce que tu as eu l'opportunité de te réconcilier justement avec le football, que ce soit en tant que spectateur ou de manière plus active? Alors, je suis toujours le football. Alors, aujourd'hui, je préfère le hand. Je suis d'ailleurs vice-président du SC Créteil Handball. Et j'ai mon fils qui joue au hand. Et je trouve que c'est beaucoup plus spectaculaire. J'aime bien le football. Je regarde les gros matchs. Je ne vais pas suivre tous les matchs du championnat de France. Alors des fois, je vais au Parc des Princes, voir Paris. Mais non, mon rapport avec le football a quand même évolué. J'étais un passionné quand j'étais jeune. Après, tu peux plus jouer. Mais je suis pas plus attaché que ça à ce sport. Et je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, il ne véhicule pas les meilleures valeurs. Alors que d'autres sports collectifs mériteraient peut-être d'être mis plus en lumière, parce que pour le coup, il y a beaucoup plus de respect déjà du sport, et c'est pas que du marketing, quoi. Alors tu parles beaucoup d'inclusivité et de diversité dans ton livre, et aussi face à la vie de tous les jours. On se demandait qu'est-ce qui a été le plus un frein pour toi dans notre société, entre tes origines ou le handicap? Ah, c'est une très très bonne question. D'ailleurs, les autres étaient bonnes aussi. Mais je sais pas, en fonction des situations. Mais en même temps, j'ai jamais été... je me suis jamais arrêté à ça, en fait. C'est-à-dire que moi, à la rigueur, si c'est plus dur, à la fin, je serai plus fort. Donc que ce soit la barrière de l'inclusion de mon handicap ou de l'intégration de mes origines, si je dois faire plus d'efforts, je ferai plus d'efforts. Si je veux aller là, j'irai là. Et quand j'y serai, je serai encore plus fort, parce que peut-être que la pente, elle a été plus raide. Mais non, j'ai eu parfois des situations d'incompréhension où les gens ils te parlent de différences culturelles pour te dire que tu es différent. Mais je ne m'attarde pas trop là-dessus. Une fois de plus, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux faire, comment je veux faire et avec qui.
Quel message aurais-tu à donner aux personnes qui vivent des situations similaires à la tienne? De croire en eux, de croire en leur chance, de croire aussi aux autres. Parce que des fois, quand on est dans la difficulté, on a tendance à se renfermer là où, en fait, c'est avec les autres qu'on y arrive. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est travailler sur les choses où on se sent bien. Parce que quand on est face à l'adversité, il faut se ressourcer, il faut essayer de retrouver un petit peu de souffle. Quand tu étouffes dans une pièce, tu ouvres la fenêtre et tu respires. Si à un moment donné, tu es dans le dur, pense à ce qui va bien dans ta vie, là où il faut que tu mettes ton énergie, et puis reconstruis-toi progressivement. Après, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je vous parle, j'ai 54 ans, vous devez avoir à peu près une vingtaine d'années, donc voilà, il s'est passé plein de choses pendant ces 30 ans qui nous séparent. Et tout s'est pas fait, mais croire, toujours croire, croire en ses capacités et puis avoir confiance aux autres. La confiance, en fait, on peut la décliner de plein de façons différentes, mais à la fin, elle repose sur un socle de 3 points. C'est la confiance en soi, parce que si tu n'as pas confiance en toi, c'est compliqué pour les autres d'avoir confiance en toi. La confiance, si tu as confiance en toi, les gens auront confiance en toi plus facilement. La deuxième chose, c'est confiance aux autres. Parce que si tu n'as pas confiance aux autres, c'est compliqué. Tu vas faire des choix où parfois, si on prend le football, tu vas vouloir prendre le risque tout seul, alors que peut-être que si tu avais fait la passe et que si tu avais eu confiance en ton partenaire, il aurait pu concrétiser l'action peut-être mieux que toi. Et donc, tu vas avoir du mal à déléguer et tu vas prendre trop de charges. D'accord ? Et la troisième, c'est avoir confiance dans le projet dans lequel tu es. C'est-à-dire, pareil, si je prends l'analogie du football, si tu as confiance en toi et que tu as confiance en ton équipe, mais que tu n'as pas confiance au schéma tactique, donc tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas trouver ta place, tu vas pas... Et ça se décline partout. Dans ton couple, c'est pareil, si tu n'as pas confiance en toi, ça va être compliqué. Si tu n'as pas confiance en ton partenaire, ta partenaire, ça va être compliqué. Et si tu n'as pas confiance, même si tu as confiance en ton partenaire ou ta partenaire, mais que tu n'as pas confiance, que tu ne te sens pas bien dans le projet de vie que vous menez, tu ne vas pas y arriver. Et donc, c'est toujours important de se dire, à un moment donné, dans mon écosystème, où sont mes leviers de confiance et comment je la construis. Merci beaucoup Fawzi pour cet échange d'aujourd'hui. Franchement, merci à vous. C'était très enrichissant. Et on va aussi remercier nos spectateurs d'avoir regardé cette interview. En tout cas, si vous n'avez toujours pas lu le livre Trajectoire, on vous incite vraiment à aller le lire parce que c'est très enrichissant et c'est un parcours de vie qui mérite d'être reconnu. Merci à toi vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup Fawzi. C'était un plaisir. Merci à l'équipe Kaina. Voilà.